Bon, la conférence sur Rod Hutchinson va pouvoir commencer. Donc je suis avec Gio. Merci d'être là aujourd'hui pour parler un peu de Rod Hutchinson. Ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter et également présenter un peu ton rapport avec Rod, comment tu as connu, pourquoi cette passion, pourquoi aussi cet hommage, voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde, moi c'est Gio de la Belgique, on habite au Stand et moi j'ai 44 ans et depuis 15 ans je fais le magazine Monkey Climber. J'ai interviewé Rod en 2011 ou 2012 et à l'époque j'avais une trentaine d'ans moi-même. Et Rod, il était vraiment mauvais, il avait 69 à l'époque, et il était vraiment mauvais que jeune dans sa tête. Il était toujours intéressé d'aller en Angleterre, à sa maison, de faire le trip pour une interview. Je pense que c'était son dernier vrai interview qu'il a donné pour le magazine, même en Angleterre, mais je suis sûr en étranger. Et la passion pour Rod, pour moi, je suis grandi comme pêcheur. J'ai commencé la carpe en 94 et comme en France, la marque de Rod Hutchinson c'était énorme. Et Rod c'était un pêcheur dans ma tête. Il était vraiment connu, mais il a toujours resté normal, modeste et ouais. C'est ça qui m'attire un peu, un vrai aventurier. Ouais. Bah, pour moi, c'est un des grands regrets de ma vie, c'est de ne l'avoir jamais rencontré. Donc je suis un peu triste et c'est pour ça que je suis vraiment content de faire cette conférence avec toi, un petit peu comme si tu pouvais me transmettre ces paroles. J'aimerais savoir, voilà, comment Rod Hutchinson il était, parce que quand on lit ses ouvrages, quand on écoute, quand on lit ses interviews, on se rend compte que c'est vraiment un amoureux de la pêche, de la nature, mais pas forcément de la carpe précisément, c'est vraiment l'environnement, la nature, la passion. Et la carpe, il est amoureux de la carpe bien entendu, mais c'est en plus, et on sent vraiment, nous on a travaillé sur ces livres et on va continuer sur cette lancée-là, et on voit que c'est vraiment... il y a des poissons, mais il y a aussi tout l'univers Rod Hutchinson autour, l'ambiance, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Est-ce que tu confirmes cet avis-là ou tu as un autre point de vue ? Non, quand je l'ai interviewé, il me disait toujours, comment on dit ça, il y a toujours les carpes, mais les potes, c'est plus important, les lieux de pêche, les histoires. Il aimait vraiment les histoires, il m'a raconté des histoires qu'il n'a jamais publiées. Ouais, il aimait aussi un peu la bière. Ouais. Et pour lui, ça c'était plus important qu'une carpe de 30 kilos. Ouais, parce que quand je l'ai interviewé, la seule chose, il n'avait jamais fait une commune de plus de 30 kilos. Et ça c'était la seule chose qu'il voulait encore. Mais il disait que c'était pas vraiment important. Ouais. Et Rod, c'était également un grand passionné de sport, de boxe, de football. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé, moi, quelqu'un de complet. C'était pas juste quelqu'un qui vivait pour la pêche, pour la pêche, pour la pêche. Il était assez équilibré dans ses passions. Et puis, bien sûr, il aimait écrire, il aimait transmettre, il aimait réfléchir aux bouillettes, aux ingrédients qu'il mettait. Moi je me rappelle dans ton interview, il disait que le meilleur conseil c'est qu'il aurait aimé ne pas recommencer à écrire une marque comme Rod Hutchinson. Il voulait pas mélanger business and passion. Il aurait aimé avoir sa passion à côté et son métier de l'autre. Toi tu travailles aussi beaucoup dans le milieu de la pêche. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue? Est-ce qu'effectivement c'est difficile de rester passionné en ayant des intérêts financiers derrière, ou bien ça se fait bien? À l'époque, avec l'interview, je comprends ce qu'il disait, mais je ne comprends pas qu'il pensait ça. Et maintenant, je fais 15 ans la marque et je comprends mieux. Je suis toujours passionné pour la pêche, parce que moi, dans ma tête, je ne suis pas un commercial, mais je vis de ce que je fais, ma femme aussi. Mais je comprends mieux ce qu'il a dit. Mais au final de l'interview, il a aussi dit
qu'il était un peu con disant ça, parce qu'il a élevé 3 familles avec ça. Il a 2 femmes, et donc il a élevé 3 familles juste avec sa marque de pêche. Ça a commencé très petit avec les appâts. Et oui, au final, il avait tout, les cannes, les bivis, et c'était plus grand au final en France et en Europe qu'en Angleterre. Quelque chose, nous chez Stapios, on en est très fiers, tu vois, c'est ce livre-là, Before I Forget de Rod Hutchinson, on l'a traduit et quelque chose qu'on a beaucoup aimé, c'est le fait qu'il nous partage, nous en 2025, comment c'était la pêche dans les années 70-80, au début en fait, qu'il allait à la pêche à vélo, qu'il transportait des pigeons, qu'il allait à la pêche même en train. C'est vraiment un univers, l'Angleterre des années 70-80, c'est vraiment un autre monde. Comment toi tu vois voilà, maintenant la pêche de nos jours où tout le monde part avec un grand van, avec beaucoup de matériel, comparé à comment Rod Hutchinson pêchait avant, et il pêchait pour des tanches, des brèmes, il pêchait pour le poisson et il pêchait pas pour la carpe. Donc comment tu vois ce changement de passion en fait entre le Rod Hutchinson jeune et tout avec cette passion et maintenant tous les gens voilà, qui sont là et qui sont peut-être plus intéressés par du matériel que vraiment par le poisson en soi? Ouais, c'est difficile de répondre ça sans être négatif, je pense. Et dans tout ce que je fais, je veux avoir l'esprit positif, donc sans changer beaucoup. Mais nous, on ne peut pas changer comme c'est maintenant. On peut montrer des trucs de Rox il y a 50 passés, mais on ne peut pas changer. Moi, de temps en temps, ça m'énerve un peu, parce que je ne suis pas jeune comme toi. Je suis entre les 2 générations, je pense. C'est difficile à répondre. Moi, j'essaie de pêcher comme eux. J'ai aussi chariot électrique et tout ça. Donc, on change un peu avec le temps aussi. Mais maintenant, c'est vrai, c'est pas la même passion pour beaucoup qu'avant. Ouais, c'est un peu dommage, je pense. Mais je trouve que tu vois, lire des écrits de Rod Hutchinson quand il était jeune, ou même des interviews quand il est plus vieux, où il transmet son savoir, ça permet de prendre un peu du recul sur cette société de consommation avec beaucoup très technologisé finalement, et se dire en fait, il y a 50 ans, ils étaient passionnés avec un vélo, une canne à pêche. On n'a peut-être pas besoin d'autant de matériel pour passer des bons moments au bord de l'eau. On peut peut-être réfléchir à se recentrer sur des choses essentielles et se poser la question sur qu'est-ce que c'est vraiment notre passion, vers quoi. Est-ce que acheter le dernier bivy, c'est vraiment ça ma passion, ou est-ce que ma passion, c'est économiser cet argent et investir dans des livres, investir des appâts de qualité, ou peut-être aller un tout petit peu plus loin pour aller voir une zone différente. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'apportent ces ouvrages et ces écrits de Rod Hutchinson en particulier, parce que c'était vraiment un passionné et un esthète. Le dernier magazine Monkey Climber que tu as sorti, est-ce qu'il va être traduit en français? T'espères? Ce serait bien, on aimerait bien, voilà, on te met un peu la pression. S'il n'est pas traduit en français, est-ce que tu peux un petit peu nous l'introduire, nous dire un peu ce qu'on va trouver dedans et tout, parce que bon, j'ai eu la chance de le feuilleter, mais il est dense et il y a beaucoup d'informations, très Monkey Climber style, et on aime bien ça. Oui, normalement on le fait en flamand, en néerlandais, et ça fait plus de 10 ans que nous on a dit, parce qu'on a un public international pour les événements et tout ça, tout ça est venu après notre magazine. Et tout le monde en Angleterre, les Allemands, ils disaient il faut le faire en anglais. Et pour 10 ans, on a dit ouais, on va faire, maintenant on l'a vraiment fait. Et c'était un succès, un petit succès. Mais je pense aujourd'hui, pas beaucoup de monde lisent les magazines et tout ça. Donc il y a beaucoup de gens ici qui m'ont demandé faites un en français, et on peut le faire parce qu'il y a 10 ans on a eu un stagiaire français chez nous, donc on a vraiment tout le tout est traduit en anglais, en français déjà, mais il faut le faire. Ouais.
Et ce magazine, il y a 100 pages et deux des interviews que j'ai fait à l'époque, une avec Roth et dedans en anglais maintenant. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur Rod Hutchinson. Donc tu as eu la chance de passer du temps avec lui et puis du temps de qualité parce que tu as passé vraiment du temps à l'interviewer chez lui, si je dis pas de bêtises. Comment il était quand tu discutes avec Rod Hutchinson? Voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment il est? Est-ce qu'il est sûr de lui? Est-ce qu'il est hésitant? Est-ce qu'il est dans la lune? Voilà, comment tu le décrirais, Rod Hutchinson, toi qui l'as connu personnellement, et on est assez nombreux à pas avoir eu cette chance. Oui, je me souviens, il était dans son fauteuil, tout calme, et ouais, comme je t'ai dit, il était vraiment mauvais que nous, j'étais là avec ma femme, et que nous on a pris le temps, et aussi ça coûte cher parce que c'était avec un bateau de nuit. Aussi la route, ça me faisait, je pense, 12 heures d'aller là-bas. Et ça lui a vraiment mauvais, il était vraiment ouvert. Et ouais, il a dit autant de choses qui ne sont pas dans ses livres, aussi... je ne sais pas si tu as lu l'histoire d'Orient avec les nonnes. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Aussi des appâts, il a montré des samples, des cannes qui n'ont jamais sorti. Donc on a passé une pleine journée avec lui à sa maison. Et après, il nous avait réservé un hôtel. Il a payé de sa poche. Et c'était un hôtel dans un café où dans les années 60, tous les carpistes anglais à l'époque, donc ça c'était très petit, ils ont fait la réunion toujours. Donc c'était vraiment historique. On a regardé le boxe, le football ensemble. Donc ouais, c'était génial. Et après, j'ai pas eu beaucoup de contacts. Après, on a fait un t-shirt comme tribute. C'est quoi le mot? Ouais, hommage avec le Nodi. Et lui, il a porté pour 10 années, ouais, jusqu'à ce c'était mort. Et une histoire aussi qui est un peu cool. La photo ici, ma femme l'a fait avec un appareil analogue à l'ancienne. Et quand il était décédé, cette photo elle était sur sa carte funéraire. Ouais, et j'étais aussi sur son funéral. La famille m'a invité et c'était vraiment spécial sur son funéral. J'ai appris que c'était vraiment un homme de famille. Sa femme était malade, vraiment malade, et lui, il pêchait presque plus, juste pour la soigner. Donc, ouais, c'était vraiment spécial. Et aussi un truc qui était un peu funny, drôle, quand on était à son funéral. Excusez-moi. Quand on était sur son funéral, donc aussi c'était la route 12 heures. Donc j'étais dans la voiture, dans mes vêtements normaux. Mais pour l'enterrement, il me faudrait un costume ou quelque chose de plus sérieux. Donc 1 kilomètre avant le centre de... Ouais. La cérémonie, je me mets à côté de la route et je suis en train de baisser mon pantalon et le corbillard passe avec Roth dedans. Donc lui, je pense qu'il ouais, mort de rire, lui. Ouais, je te remercie pour ces petites anecdotes qui sont à la fois très touchantes et surtout assez riches d'enseignements. Est-ce que vous avez des questions à poser à Gio au sujet de Rod Hutchinson avant éventuellement de conclure?
on en a un petit peu parlé, mais t'étais peut-être pas arrivé, mais c'est pas grave. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Comment tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont ici qui seraient également passionnés, on va dire, dans les années 60 du temps de Rod Hutchinson, à une époque où il n'y a pas de smartphone, où il n'y a pas d'image, où on publie, où les poissons qu'on prend, et ben on peut pas faire de photos, on est obligé de les relâcher, ou bien on a une photo argentique, comme tu dis. Voilà. Est-ce que tu penses que dans un monde où l'image est aussi importante, si ces personnes-là, on les mettait au temps de Rod Hutchinson, elles arriveraient à être passionnées comme lui? C'est un peu ça, c'est l'idée? Oui, j'ai déjà expliqué un peu, mais pour répondre à ça, c'est un peu négatif toujours, je pense. Et on ne va pas changer le temps maintenant. Maintenant, les réseaux sont plus importants pour certains. Les likes, les petits likes sont plus importants que l'aventure. Il faut les gros poissons, et pour Rod, ça lui importe pas. Et pour moi non plus, je veux passer un bon temps au bord de l'eau. Mais ouais, c'est difficile. Hein. Maintenant, ça a tout changé. Moi, j'aime pas, mais toi, tu as 25 ans, je pense, et tu as l'esprit comme à l'ancienne. Donc, ouais, je pense. Il y a des gens, il y a des jeunes qui sont toujours comme ça, mais la majorité, c'est différent maintenant. En Angleterre, c'est pire, je pense. Moi, j'habite en Belgique, mais en Angleterre, c'est pire. Tous les lacs sont remplis de carpistes. Moi, j'ai un petit syndicat en Belgique, ça fait 2 hectares. Et de temps en temps, il y a des Anglais qui sont invités là-bas. Donc 2 hectares, on a une quarantaine de carpes. Et les Anglais disent, si ça c'était en Angleterre, tous les jours, toutes les nuits, il y aura 12 carpistes. Donc sur 2 hectares. Nous, quand il y a un pêcheur, on ne pêche pas. Donc c'est vraiment... J'ai pêché 5 fois en Angleterre. J'ai toujours fait du poisson. Mais 4 fois c'était sur syndicat. Et une fois, juste autour du syndicat dehors, il y avait une toute petite rivière. Et on marchait, on voyait les carpes, on a ramassé comme ici. Et les Anglais, ils ne le font pas. Et une nuit, on a fait 5 poissons. Et les Anglais étaient comme ça. Ah, il y a des carpes ici. Donc, ils ne les voient pas. C'est tout différent. Ils sont ici, à côté. Et c'est pas ma pêche. C'est pas ma pêche. Je veux la liberté et l'aventure, mais en Angleterre c'est difficile à trouver. Mais sur la rivière, là-bas, la petite rivière, c'était ma session en Angleterre le plus cool. Ouais. Mais tu regardes, en France, c'est aussi un peu la même chose. On a des milliers d'hectares de barrages, de fleuves où il n'y a personne. Et il y a certains lacs où, peut-être pas 10 pêcheurs à l'hectare, mais il y a beaucoup de pêcheurs espacés de très très près. Et il y a un peu un effet mouton, en fait, sur certaines destinations, à cause ou grâce à l'image, on montre tel lac et d'un coup tout le monde y va et le lieu est massacré, en fait. Ouais, les gros poissons attirent du monde, alors que des gros poissons, il y en a finalement un peu partout, hein, plus ou moins accessibles et faciles, mais... Et tu vois, dans le livre, avant que je n'oublie, il parle de Red Meyer Pool, et il est tout seul à Red Meyer Pool, alors qu'il y a des moments où il y avait énormément de monde et où c'était très très populaire, et donc c'est ça aussi qui est marrant, c'est d'entendre ce type de grande destination avec juste Rod tout seul dans son lac à faire du floater fishing, de la pêche en surface, tout seul sur une destination mythique. C'est comme si en France on mettait un gars sur le Salagou aujourd'hui, ça aurait aucun sens, quoi. Est-ce que vous avez une autre question avant qu'on libère Gio? Non? Bon bah écoute, merci de nous avoir écoutés, merci à toi pour ton temps, franchement c'était très intéressant et puis moi ça m'a bien plu en tout cas de t'entendre parler de Rod, ça me touche beaucoup et puis comme on a bossé également sur cette personnalité, voir que toi tu as fait la même chose il y a 10-13 ans même maintenant, c'est super, merci pour ton temps, merci beaucoup et puis merci à vous. Franchement c'était super, les anecdotes j'ai adoré. Ouais mais pour moi en flamand ça serait plus facile, mais ouais. Ah, pour moi en flamand c'est impossible. Hein. J'essaie. C'est super, parce que très clair. ouais, il y a des histoires que ouais, c'est difficile autour des arômes et tout ça. Ouais. Et les questions, comme c'est maintenant.